Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de ces playlists sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va attaquer la notion de union. Alors, un union, qu'est-ce que c'est? Un union, c'est un ensemble de données qui partagent toutes la même adresse mémoire. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait ça l'est pas du tout, parce qu'il y a des utilisations pour lesquelles ça peut être très utile. Imaginons par exemple qu'on ait besoin d'énormément d'optimisation dans notre programme, et on veut avoir quelque chose qui ressemble à un struct, mais dans lequel on veut stocker beaucoup de choses. On veut stocker beaucoup de choses, mais on va utiliser qu'une seule chose à la fois à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir une donnée qui va être écrite dans notre struct. On a besoin de plusieurs types de variables différents, mais on va utiliser qu'un seul type à la fois. Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un union. Un union, c'est un ensemble de données, c'est quelque chose qui contient plusieurs données, un petit peu à l'image d'un struct par exemple, mais un union ne va contenir qu'une seule donnée à la fois. Prenons un exemple tout de suite. Imaginons ici qu'on ait besoin de stocker plusieurs types de variables différents. On va penser à un struct, bien évidemment. Donc par exemple, struct container, et dans ce struct, on va avoir par exemple un int, un float, un double, un char et un bool, mettons. Donc ici, bon, pas de souci, hein, on a un struct, bien évidemment, on peut stocker un integer, un float, un double, un char, un bool, ce qu'on veut. Le problème, c'est que là, si vous voulez, notre struct, on voit que sa taille peut grossir assez rapidement. Par exemple, à la place d'avoir un int, on en a, je sais pas, 500 000, des floats, on en a 350 000, des doubles, on en a 200 000, ou que sais-je, on peut avoir rapidement un stockage qui va être important. Donc notre struct, il va vite grandir, il va vite grossir en taille. On va passer à plusieurs dizaines, voire centaines de mégaoctets si on a des centaines de milliers ou des millions de variables qui sont stockées à l'intérieur de ce dernier. Du coup, on se dit, c'est un petit peu chiant parce que si on n'a pas besoin de toutes ces données, ou en tout cas si on n'a pas besoin d'accéder à toutes ces données en même temps, on se dit qu'on a quand même une perte de place et une perte d'optimisation de la RAM qui est assez conséquente. Du coup, pour pallier à ça, le C++, je crois depuis C++ 98 ou même avant, alors là pour le coup c'est une énorme coquille, j'ai confondu deux notions qui n'ont absolument rien à voir, et les unions, ça existe depuis le C. Donc c'est pas du tout quelque chose qui a été introduit avec le C++ 98. Excusez-moi de cette vilaine erreur. A introduit la notion d'union. Et les unions, c'est pratique parce que c'est un petit peu comme un struct, mais le gros avantage qu'un union a sur un struct, c'est qu'il n'y a qu'une seule valeur qui est stockée en même temps. C'est-à-dire que si par exemple vous assignez une valeur à A dans votre union, et qu'ensuite vous assignez une valeur à B, eh bien la valeur qu'il y a dans la variable A va être remplacée par la valeur qu'on vient de mettre par exemple dans float B. Donc comment est-ce que ça marche du coup? Parce qu'on se dit, attends, on met une valeur dans un integer et puis ensuite on en met une autre dans un float et puis du coup la valeur de l'integer est remplacée par la valeur du float. Oui, en fait, en interne, il y a une conversion implicite qui se fait quand c'est possible. C'est-à-dire que par exemple, regardez ici, je vais remplacer mon struct par un union. On va laisser le nom de container pour cette union-là. Imaginons ici que je fasse un container, donc j'instancie mon union, c'est toujours pareil par contre, c'est comme les structs, c'est comme les classes, il faut instancier un objet pour pouvoir l'utiliser, ça c'est super important. Donc là on instancie un union, on va l'appeler par exemple une, on va pas l'appeler une, on va l'appeler par exemple my_union, et ici my_union par exemple, on va assigner une valeur à A qui va être par exemple 65. Maintenant, on va afficher par exemple myUnionA comme ceci, tac, je vais faire un petit anti/n pour changer un peu. On affiche le résultat, hop, donc là on a 65, bien évidemment qui s'affiche, mais qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'afficher par exemple, mettons D, donc le caractère, char, le D. Bien, en principe, s'il s'agissait d'un struct, on aurait une tentative d'affichage d'une variable qui n'est pas initialisée. Bon, là, vu que c'est pas un pointeur, c'est pas une référence ou quelque chose comme ça, on va juste avoir une valeur arbitraire. Vous savez, une valeur qu'on a quand on n'initialise pas une variable. On va avoir un truc un peu bizarre. Bon, essayons de le faire pour voir. Essayons d'afficher myunion.d. Je crois que c'était D, le char, c'est ça? Oui, ok. On va commenter celui-ci, on va lancer le programme et on va voir ce qu'on a comme résultat. Ah, dis donc, on a une lettre. Mais d'où est-ce qu'elle sort cette lettre? En fait, si on s'en réfère au tableau ASCII que je vais mettre ici et qu'on zoome sur le tableau, on remarque que la valeur décimale de 65 ici, ça correspond au caractère A. Donc en fait, on voit que, il y a eu une sorte de conversion qui s'est faite, un petit peu comme lorsqu'on a vu les conversions. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je mets le lien en description. Lorsqu'on assigne la valeur de 65 à une variable de type char, lorsqu'on l'affiche à travers stdcout, on a la conversion ASCII et on a la valeur ASCII qui est affichée à l'écran.
Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Étant donné que toutes les variables de notre union partagent la même adresse mémoire, eh bien en fait, ça permet à l'union de mettre un petit peu ce qu'il veut dans cette adresse mémoire-là. Et les types primitifs de base, donc int, float, double, char, etc., lorsqu'il n'y a pas de nécessité de conversion explicite, eh bien, la valeur, elle est convertie en le type de variable, si je puis dire, qu'on utilise. Donc ici, par exemple, si j'affecte une autre valeur, par exemple, faisons le chemin inverse, si par exemple je fais my underscore union.d égale, par exemple, la valeur grand B, et que j'affiche maintenant myunion.a, donc là, je vais rajouter un petit truc, je vais mettre my underscore union.d quelque chose. Donc là, on va juste faire une petite copie. On va changer, on va mettre A. Alors regardez, si je lance le programme, on va constater deux choses. La première, c'est que ici, on voit que donc on affiche notre variable char, donc ça on l'a déjà vu, et le 65 est stocké en tant que lettre A dans notre variable de type char. Et on a vu que là, on modifie la valeur de D, donc notre char, on lui met maintenant la lettre B, et en affichant myunion.a, qui est l'integer, on a la valeur de 66. Donc la conversion a été faite dans l'autre sens. Maintenant, c'est le grand B, la lettre grand B, qui est convertie en le nombre décimal 66. Autre chose aussi qu'on remarque, c'est que la valeur 65 a été remplacée partout. Elle a été remplacée dans char, elle a été remplacée dans int, même si on a affecté uniquement la lettre grand B, donc le caractère grand B, à la variable D qui se trouve dans notre union container, eh bien la variable A a elle aussi été modifiée. Elle ne contient plus 65 maintenant, elle contient 66, qui est la valeur ASCII décimale de la lettre grand B, enfin majuscule B. Donc on voit qu'en fait que toutes ces variables-là, elles partagent la même adresse mémoire. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est que ça peut poser problème. Cette utilisation-là des unions, elle est quand même limitée parce que sinon, ça serait un peu trop facile et ça serait vraiment un outil ultra puissant. C'est déjà pas mal, hein. La notion d'union, c'est quand même une bonne notion importante en C++. On peut s'en servir pour optimiser, etc., faire pas mal de choses. Mais on va voir qu'il y a quand même des limitations. Regardez, par exemple, ici, je vais déclarer un string, donc std string s, et vous allez voir qu'ici, on a une erreur immédiate qui nous dit « Impossible de faire référence au constructeur par défaut de container, il s'agit d'une fonction supprimée ». En fait, le problème des unions, c'est qu'elles n'appellent pas les constructeurs et les destructeurs des objets de classes un petit peu complexes. Ce qui veut dire que, imaginons que notre std string s, il soit initialisé. Il ne l'est pas dans un objet de type union. Les objets ne sont pas initialisés. Mais imaginons que notre string le soit. Il serait initialisé à une chaîne de caractères vide. Mais du coup, une chaîne de caractères vide, c'est pas compatible avec ni un bool, ni un double, ni un float, ni un int. On a vu qu'il n'existait pas de conversion implicite qui permettait de convertir, par exemple, un int en string. Du coup, on ne peut pas stocker une chaîne de caractères vide dans un integer. Ce n'est pas possible. Donc, étant donné que string ici s n'est pas initialisé, donc le constructeur n'est pas appelé, et que même s'il l'était, on aurait des données invalides qui seraient stockées dans nos autres variables, donc A, B, C, etc., eh bien, en fait, le compilateur, lui, il préfère nous dire « je peux pas, je veux pas le faire, j'ai pas envie de te permettre d'initialiser un string dans un union parce que c'est une classe qui doit être initialisée. Si elle l'est pas, le constructeur n'est pas appelé, ça peut pas fonctionner du coup, on peut pas instancier d'objet. Donc du coup, il préfère nous dire qu'il ne peut pas le faire. C'est pas rédhibitoire dans le sens où on peut utiliser des classes dans des unions, on peut utiliser des objets, par exemple des structs personnalisés ou des classes personnalisées, c'est pas rédhibitoire non plus, mais il faut à ce moment-là nous-mêmes définir le constructeur et les membres privés de cette struct ou de cette classe. On va prendre un exemple tout de suite, on va se débarrasser de tout ça, et ici on va se débarrasser bien évidemment de notre string puisque ça marchera pas, et ici on va juste implémenter une petite struct qu'on va appeler st. Dans cette struct st, on va juste implémenter très rapidement un constructeur, donc st qui va prendre const int référence A, const int référence B, et ici, voilà, on va juste faire une petite liste d'initialisation, voilà, int A, int B, alors j'aurais peut-être pas dû faire ça dans ce sens-là, c'est pas très grave, vous allez voir, donc ici A initialisé à A, B initialisé à B, voilà, bon, et bien évidemment, il faut mettre les accolades, parce que sinon ça marchera pas. Donc là, vous voyez, on a défini implémenter un struct st avec un constructeur qui prend simplement deux integers constants par référence, et voilà, on a deux membres qui sont pas privés, attention, parce qu'un struct par défaut c'est public. Et là, si on voulait
ajouter notre struct dans notre union, on pourrait, mais on serait obligé de faire 2-3 petites choses. Là, regardez, si par exemple je fais st my underscore struct, on va avoir un petit souci. Si jamais on essaye d'instancier notre union, container my underscore container par exemple, voilà. Là, vous voyez, tout de suite, on a impossible de faire référence au constructeur par défaut de container. Il s'agit d'une fonction supprimée. Donc en fait, on a la même chose que tout à l'heure. Ce qui nous suffit de faire, en fait, c'est d'implémenter un constructeur pour notre union lui-même. On va le faire tout de suite. Donc, container, ici. Là, on va passer un const st référence qu'on va appeler, je sais pas, s par exemple. Et ici, on va juste faire my underscore struct et qu'on initialise, pardon, à s. Voilà, comme ceci. Donc là, bien évidemment, maintenant, eh bien, notre union, il prend des arguments dans son constructeur, il a un constructeur. On ne va pas créer un autre objet de type myStruct, on va simplement en passer un directement. Donc on va faire st, et là, on va initialiser tout ça. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend 2 integers, on va passer par exemple 11,12. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que les unions, j'ai préféré attendre un petit peu avant de les faire. Souvent, dans les playlists C++ anglophones ou dans les cours C++ ou les tutos, les unions, c'est des notions qui arrivent assez rapidement. Hein. Au début des playlists, c'est des unions qu'on aborde assez rapidement. Mais là, vous voyez que avec le fait qu'on puisse pas, par exemple, utiliser des classes de la bibliothèque standard ou des classes sans implémenter de constructeur, etc. à l'intérieur de l'union lui-même, j'ai préféré parler de cette notion un petit peu plus tard. Voilà. Donc ici, regardez, on a réussi. Donc on instancie un objet de type union qu'on a appelé le container, hein, parce que notre union, il s'appelle container. Hein. On pourrait l'appeler union, bon, on va pas le changer maintenant, mais vous avez compris le principe. Ici, donc on lui donne un nom et dans son constructeur, il prend un objet de type struct qui lui-même prend 2 integers. Du coup, ce qui nous suffit de faire, en fait, c'est de passer 2 integers et de faire une sorte de conversion. En fait, on fait une conversion de notre argument directement en un objet de type struct dans lequel on passe à son tour, lui-même qui prend 2 arguments de type integer, on passe 11 et 12. Là, regardez, si je fais myContainer, par exemple, myStruct.a, je vais l'afficher directement, hein, faire un petit stdcout, voilà. stdhandle, oups, oh là là, stdhandle, voilà, comme ceci. Je fais un petit F5, on lance le programme, et là, on a bien 11 qui s'affiche. Du coup, il y a peut-être 2 questions qui viennent à l'esprit. La première, c'est, bon, ok, notre union, on a dit qu'il stockait toutes ces variables sur la même adresse mémoire. Donc, comment est-ce qu'il fait pour stocker, par exemple, un integer et un struct de type st qui lui-même contient 2 integers? Eh bien en fait, ça marche de la manière suivante. La taille d'un union déjà en mémoire va être la taille que prend la variable la plus importante qu'il stocke. En l'occurrence, là, on stocke un struct qui lui-même fait au minimum 8 octets parce qu'il a 2 integers à l'intérieur. Donc un integer c'est 4 octets, il en a 2. Donc sauf s'il y a de la pagination ou d'autres choses de ce genre, normalement notre struct st il devrait faire 8 octets. Et donc du coup, 8 octets, c'est la taille du struct qui est la variable qui prend le plus d'espace en mémoire dans notre union. Et donc notre union fait 8 octets. Donc ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque on fait ceci? Donc là, clairement, on a initialisé notre union à travers l'initialisation d'un struct st auquel on a passé 2 integers. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des autres variables? Eh bien, regardons. Si par exemple, j'affiche directement myContainer.a, on lance le programme, il affiche 11. En fait, il affiche la première valeur qui se trouve dans le struct. C'est-à-dire que là, 12, en quelque sorte, ici, il est un petit peu perdu, si je puis dire, à moins qu'on affiche directement au travers de l'appel de myContainer.myStruct. Après, on pourrait s'amuser à faire quelque chose. Vous allez voir, c'est assez rigolo. On va essayer d'aller chercher la valeur 12 en jouant un petit peu avec notre variable a. Donc ici, on sait que le struct, il a 2 integers. Donc le premier c'est A et le premier c'est B. On sait que notre union, il prend la taille de la variable qui est la plus grande qu'il stocke. En l'occurrence, notre struct st, qu'on a appelé myStruct dans notre union. Comment on pourrait faire pour afficher la valeur de 12 en passant par l'affichage de notre variable A par exemple? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Regardez, ce qu'on va faire, c'est que on va se servir de l'adresse mémoire de la variable A. Donc on va mettre ça entre parenthèses. Et ici, on va vouloir aller à l'adresse qui se trouve 4 octets plus loin. Donc là, on a déjà vu ça hein, dans l'arithmétique des pointeurs. On a vu que lorsque on ajoutait 1 en manipulant des pointeurs de type integer, eh bien en fait, on se rendait 4 octets plus loin. Eh bien, si ici, on met tout entre parenthèses jusqu'au 1 et qu'on déréférence le tout, ce qui veut dire que là, regardez, on accède à la variable A
de notre union. En précisant l'esperluette, on manipule son adresse mémoire directement à la variable A. L'arithmétique des pointeurs nous permet d'aller 4 octets plus loin, étant donné que faire plus 1 dans le contexte de pointeurs de type integer, c'est aller 4 octets plus loin. On va 4 octets plus loin, on déréférence, ce qui veut dire qu'on affiche la valeur qui se trouve à cet endroit de la mémoire. Et regardez, si je fais F5, eh ben on voit 12. Voilà, on a triché un petit peu, mais en fait, on se rend compte que, eh bien, notre union, il fait quelque chose d'assez basique finalement. Il stocke dans la même adresse mémoire les valeurs qu'on lui a attribuées. Et qu'on passe par le float, le double, le char, etc. En fait, c'est toujours la même valeur qui est stockée. Après, évidemment, si on s'amuse à afficher ici, par exemple, je remplace tout ça par D, la valeur qui va s'afficher à l'écran, ça va être la valeur de 11 en ASCII qui correspond à la lettre. Regardez, ici, on lance. Là, on a un écran noir. Alors, ok, donc la valeur de 11, c'est pas forcément un très bon exemple. On va en prendre une autre. Par exemple, on va prendre la valeur 80, par exemple. Regardez, passons la valeur 80. Ici, à la place de 11, on va passer 80. Et on va afficher D et on va voir ce qu'il nous montre. Voilà, on a P majuscule, comme on vient de le voir dans le tableau ASCII. Donc, vous voyez que, en fait, un union, c'est quand même assez pratique, parce que ça nous permet de stocker une seule fois une valeur. Même si on a plusieurs variables dans notre union, on peut stocker une valeur et cette valeur, tant qu'elle est implicitement convertible en d'autres primitives, eh bien, le fait d'appeler ou d'afficher ces autres variables, tant qu'elles peuvent convertir la donnée initiale de manière à pouvoir l'afficher à l'écran, eh bien elles vont le faire. Et vous voyez que, effectivement, la deuxième chose importante à savoir, c'est que on peut stocker des structs et des classes personnalisées à la condition qu'on s'occupe de définir, d'implémenter le constructeur et que tout ça soit cohérent dans notre union en fait. Et la troisième chose pour terminer, c'est au niveau de l'espace mémoire, la taille de l'union, ça sera la taille de la plus grosse variable en mémoire que l'union stocke. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir et ça me motive à vous sortir encore et toujours plus de contenu. Et bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.